Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité et c'est toujours un réel plaisir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ce micro, s'il vous plaît? Et donc c'est un réel plaisir pour moi d'être là et de vous parler de... Alors nous étions au départ entendus sur l'hémoglobinopathie, mais en fait c'est un sujet qui est très vaste et donc nous avons décidé d'un commun accord de parler que de la bêta-thalassémie. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui est relativement fréquente et surtout nous avons beaucoup de patients en commun. Donc les thalassémies en général ce sont un groupe hétérogène de désordre héréditaire de l'hémoglobine et donc la bêta-thalassémie c'est une absence ou une réduction de la synthèse des chaînes bêta de l'hémoglobine. Alors juste un petit rappel historique pour vous dire que l'hémoglobine a été décrite pour la première fois en 1862 et la première description de la maladie s'est faite aux États-Unis en 1925 par Coulet lui-même. Et ensuite se sont succédées toutes les étapes les anomalies et de l'hémoglobine et ce n'est qu'en 1970 que les enfants ont pu être transfusés et il y a eu l'apparition de la chélation et donc ensuite il y a eu l'apparition de la première transplantation de la moelle et puis en 2000 les nouveaux chélateurs oraux qui ont bouleversé le pronostic de ces bêta-thalassémies et à présent nous en sommes à la thérapie génique. Alors les thalassémies se distinguent par trois formes cliniques. Vous avez la forme mineure qui est hétérozygote, que vous connaissez, qui est asymptomatique et qui ne requiert qu'un conseil génétique. La bêta-thalassémie intermédiaire, qui est une forme atténuée de la bêta-thalassémie majeure, ce sont des enfants qui ont une anémie modérée, qui ont une activité ludique et scolaire tout à fait normale. Les transfusions sont occasionnelles. Et vous avez la bêta-thalassémie majeure qui nous pose d'énormes problèmes de prise en charge, puisque ces patients sont vraiment symptomatiques. Ils ont une anémie très sévère avec toutes les déformations que vous connaissez et non traitée. Oui, merci. Et non traitée, bien sûr, c'est la mort qui peut survenir. Alors la transmission, vous la connaissez, elle est transmission autosomale récessive et vous avez obligatoirement, les parents doivent être hétérozygotes pour donner naissance à 25% de patients homozygotes. Alors juste quelques rappels physiopathologiques qui sont indispensables pour la compréhension de la maladie. Alors qu'est-ce qui se passe dans la bêta-thalassémie? Vous avez une absence de chaîne bêta, cela veut dire que vous allez avoir un excès de chaîne alpha qui vont dénaturer, précipiter sous forme d'inclusions qui sont très toxiques pour l'érythroblaste, c'est-à-dire dans la moelle, et vont aboutir, donc ces inclusions vont être toxiques pour la membrane cellulaire et nucléaire, et vont aboutir à une destruction de l'érythroblaste dans la moelle. Vous allez avoir une érythropoïèse inefficace, qui est le premier mécanisme de l'anémie. Le deuxième mécanisme, c'est que certains érythroblastes vont donner naissance à des globules rouges qui sont pauvres en hémoglobine, appauvris en hémoglobine, c'est ce qu'on appelle l'hypochromie, qui sont déformés, c'est ce qu'on appelle la poikilocytose, et ils vont avoir une durée de vie raccourcie, et donc ils vont être détruits dans le sang, et c'est le deuxième mécanisme de l'anémie qui est l'hémolyse. Alors pourquoi il y a des déformations squelettiques? Alors l'anémie profonde va induire une augmentation de la synthèse de l'érythropoïétine qui va avoir pour rôle fondamental de différencier, de faire croître les cellules souches hématopoïétiques. Elles vont avoir une hyper-expression dans la moelle, ce secteur va être expansif, et vous allez avoir ça va donner toutes les déformations squelettiques que vous allez avoir chez le bêta-thalassémique, c'est-à-dire un crâne volumineux, un front bombé, une hypertrophie malaire, des mandibules déformées et une implantation anormale des dents. Et vous allez avoir également, cette description va être visible aussi sur les radiologies, vous allez avoir donc l'aspect caractéristique en poil de brosse sur le crâne, vous allez avoir une ostéopénie diffuse avec des trabéculations exagérées et bien sûr des fractures pathologiques. Et vous allez avoir même des hématopoïèses extramédulaires et qui vont se manifester sur le plan clinique et radiologique par de véritables tumeurs qui se localisent essentiellement au niveau du thorax.
Et donc, vous allez avoir également une énorme splénomégalie avec l'hépatomégalie. Le mécanisme est plurifactoriel, c'est l'hémolyse, c'est l'hyperplasie du système réticulo-endothélial. Et vous allez avoir, si vous ne traitez pas ces enfants, vous allez avoir un état d'hypersplénisme. C'est quoi l'hypersplénisme? C'est une grosse rate avec une cytopénie de type neutropénie ou bien thrombopénie et une augmentation des besoins transfusionnels. Et si vous ne traitez pas, c'est-à-dire ici, la splénectomie est indiquée. Et vous allez avoir le dernier paramètre qui est la surcharge en fer. Deux mécanismes en sont responsables, c'est soit l'hyperabsorption digestive, soit les transfusions sanguines, et nous allons voir que ça pose réellement un problème. Le diagnostic de bêta-thalassémie est facile, il est aisé parce que vous avez une anamnèse familiale ou un examen clinique en faveur, je vous ai dit une pâleur, etc. Vous allez faire donc un hémogramme. Un hémogramme, c'est quoi? C'est une numération de la formule sanguine et un frottis sanguin. Vous allez avoir à la numération une microcytose et une hypochromie qui va être également vue au frottis sanguin avec des cellules cibles et des cellules déformées. Alors vous allez, si cet état n'existe pas, vous allez avoir donc, il faut considérer les autres causes d'anémie et sinon vous allez faire donc un dosage de la ferritine. Ce dosage de la ferritine est bas, il faut penser à la carence martiale avant toute chose. Vous allez commencer à traiter, si le traitement ne donne pas, là vous allez reconsidérer votre diagnostic et faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Sinon, si la ferritine sérique est élevée, là, d'emblée, vous faites votre électrophorèse d'hémoglobine et vous allez avoir tous les types de bêta-thalassémie, du trait thalassémique à la thalassémie intermédiaire et majeure aux hétérozygotes composites. Alors la thalassémie hétérozygote, je vous ai dit que les patients étaient totalement asymptomatiques, mais il y a des éléments clés sur la numération formule sanguine qui vont vous dire qu'il s'agit d'une certainement une bêta-thalassémie hétérozygote. Ce sont essentiellement la polyglobulie microcytaire. Ces deux éléments qui doivent inciter à faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Et bien sûr, quand vous faites l'électrophorèse de l'hémoglobine, vous avez, regardez, à l'état normal, l'hémoglobine A est 97%, la A2 est à 3%. Et là, vous avez une hémoglobine A2 qui est élevée. Et c'est ça le diagnostic de la bêta-thalassémie hétérozygote. La bêta-thalassémie homozygote, elle, les patients sont symptomatiques, c'est-à-dire vous allez avoir une pâleur, un retard de croissance, une splénomégalie, des dysmorphies crânio-faciales, et sur le plan hématimétrique, vous allez avoir une anémie sévère, avec une microcytose bien entendu, et toutes les caractéristiques morphologiques des globules rouges qui sont vues au frottis sanguin. Et bien entendu, vous allez faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Regardez si ici, une électrophorèse de l'hémoglobine, chez un sujet normal, vous avez une prédominance de la A, et là, chez un homozygote, vous n'avez pratiquement plus de A, c'est l'hémoglobine F qui prédomine. Et ici, c'est vraiment ce patient que vous allez voir dans les boxes de consultation. C'est des enfants qui sont complètement déformés, regardez, avec cette dysmorphie crânio-faciale, cette énorme rate avec cet énorme foie, et toutes les complications qui sont liées non seulement à la maladie, mais nous allons voir que même les complications peuvent être liées au traitement que nous allons décrire. Donc les traitements qui existent et qui doivent être vus pour ces patients, ce sont le traitement conventionnel qui associe la transfusion sanguine et la chélation du fer, on va y revenir. La thérapie curatrice, c'est la greffe de moelle et bien sûr nous en sommes actuellement à la thérapie génique. Alors la transfusion, il faut savoir qu'il y a des recommandations, des précisions sur lesquelles il ne faut jamais revenir, c'est qui est transfusé, comment, quand et comment transfuser. Et bien sûr, ce sont les recommandations de la Fédération mondiale de la thalassémie. Alors, les objectifs de la transfusion, c'est bien entendu, il faut absolument qu'il y ait une croissance normale et une activité physique, c'est de permettre cette croissance normale, c'est de diminuer cette hypoxémie chronique qui va donner toutes les complications et qui va donner toute la diminution aussi de l'hyperplasie compensatrice médulaire qui va donc améliorer la fonction cardiaque et vous allez avoir, bien sûr, la transfusion va vous permettre de diminuer la rate et tous les problèmes de surcharge liés à l'absorption, bien entendu. Alors, qui transfuser ? Essentiellement quand vous avez un diagnostic génétique, bien entendu, ou alors quand vous avez des critères hématologiques, une hémoglobine inférieure à 7 grammes par décilitre, ou alors, si vous avez une hémoglobine supérieure à 7 grammes par décilitre, il faut exiger d'autres critères comme un retard de croissance, des dysmorphies crânio-faciales, des fractures, etc.
Quand transfuser? Alors, idéalement, il faut transfuser commencer à transfuser les enfants durant les 2 premières années de la vie, parce que d'abord, il y a un problème de croissance, il y a un problème de prise en charge à long terme, et ensuite, il y a des risques d'alloimmunisation quand vous transfusez les enfants beaucoup plus tard. Alors, le standard de la transfusion dans la thalassémie, il faut transfuser toutes les 2 à 5 semaines environ en fonction de la tolérance. L'hémoglobine pré-transfusionnelle doit être obligatoirement supérieure à 9, entre 9 et 10,5 grammes par décilitre. Ne laissez pas les malades arriver à des taux très bas, parce qu'il y va de la croissance, il y va de toutes les complications. Ou alors même jusqu'à 11 à 12 grammes quand il s'agit d'atteinte cardiaque, par exemple. Et il faut exiger une hémoglobine post-transfusionnelle supérieure entre 14 et 15 grammes par décilitre. Alors, comment transfuser? Bien sûr, vous connaissez tous les formules à partir desquelles vous transfusez. Et vous allez avoir essentiellement, avant transfusion, ce qui est fondamental, c'est d'exiger un groupage phénotypé dans le système Rhesus et dans le système KELL. Il faut, avant chaque transfusion, il faut transfuser avec du sang strictement compatible. Sinon, vous vous exposez à toutes les complications d'alloimmunisation. Et bien sûr, avant chaque transfusion, il faut faire la recherche d'agglutinine irrégulière et bien sûr faire le point au bout d'une année en fonction de la consommation annuelle en sang. Bien entendu, il faut donner un bon produit pour un bon malade au bon moment et pour la bonne raison. Alors les transfusions, les culoglobulaires aussi doivent être déleucocytées, déplaquettées pour éviter justement cette alloimmunisation et ces réactions que vous pouvez avoir telles que syndrome frisson hyperthermie. Ça c'est fondamental. Et bien sûr vous avez même excusez-moi, des produits sanguins pour chaque enfant qui a des problèmes soit d'allergie. Il faut utiliser des globules rouges lavés, soit des enfants qui ont des anticorps, là il faut donner des globules rouges congelés, ou carrément des globules rouges à partir de donneurs par aphérèse. Bien entendu, quand on transfuse, il y a des problèmes. Le premier problème, c'est la surcharge, et donc là il faut exiger absolument la chélation. Il faut savoir qu'un concentré érythrocytaire amène 150 à 200 mg de fer. Le seuil de morbidité est de 0,5 à 0,7 grammes par kilo. Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand vous transfusez vos enfants, il faut les surveiller et les suivre toute leur vie. Et le seuil de mortalité est de 1 gramme par kilo. Et là, en général, la surcharge apparaît après une dizaine à une vingtaine de transfusions. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une surcharge en fer? Habituellement et dans les conditions normales, vous avez le fer extracellulaire est lié à la transférine, et le coefficient de saturation est d'environ 30%. Et quand vous avez une surcharge, ce fer les capacités de fixation à la transférine vont être très vite dépassées. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir du fer qui va s'accumuler, du fer, le NTBI, c'est le fer qui n'est pas lié à la transférine, et il va aller, donc, et quand la surcharge perdure et que vous ne la traitez pas, vous allez avoir un fer hautement réactif et qui va agir au niveau du foie, c'est la première cible de la surcharge, ensuite au niveau du cœur et ensuite au niveau de toutes les glandes endocrines. Et bien sûr, ce fer toxique, regardez, il va agir au niveau de toutes les réactions enzymatiques, au niveau des mitochondries, des lipides, etc. Et ça va vous donner, bien entendu, une insuffisance cardiaque, une atteinte hépatique avec cirrhose, fibrose et éventuellement hépatocarcinome. Vous allez avoir un diabète sucré, vous allez avoir une infertilité, un retard de croissance. D'où l'importance majeure du traitement chélateur du fer. Et regardez ici, les causes de décès des bêta-thales, c'est surtout l'atteinte cardiaque. Alors, les objectifs de la thérapie de chélation, c'est bien sûr d'éliminer l'excès de fer et d'assurer la protection contre les effets toxiques de ce fer qui est labile et qui est libre. Et là, vraiment, le défi majeur, c'est une question de balance. Donc, pas trop de fer, parce que ça va occasionner des dommages incroyables, et non plus pas trop de chélation parce que ça va aussi donner des effets secondaires. Et l'évolution de la chélation a été faite à partir des années 60, où le premier chélateur par voie parentérale a été découvert dans les années 60. Ensuite, il y a eu le deuxième chélateur par voie orale qui a bouleversé la chélation. Et donc, il a été approuvé à la fin des années 90 en Europe, et il n'a eu son approbation aux États-Unis qu'en 2011. Et vous avez le deuxième chélateur qui a vu le jour en 2006, c'est le Deferrazirox ou Exjade, que vous connaissez très bien. Et bien sûr, actuellement, nous en sommes à de nouveaux chélateurs oraux.
Alors, la chélation, par la survie par rapport à la chélation, bien sûr, regardez, vous avez des enfants qui sont bien chélatés ont une survie de presque 100% et les enfants qui le sont moins ont une survie bien médiocre. Alors, les 3 chélateurs que nous utilisons, qui existent sur le marché, bon, il y en a un qui n'existe plus, mais qui existait, vous le connaissez tous, c'est le Desferal, la desferoxamine, le Deferazirox, c'est l'Exjade, et la Deferiprone, c'est le Kelfer ou bien le Feriprox. Ici, vous avez toutes les demi-vies. Regardez, je ne sais pas si vous remarquez que là, vous avez une demi-vie de 20 à 30 minutes et là, de 1 à 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prises doivent être répétées. Et c'est embêtant pour le malade. Et là, vous avez des problèmes de compliance. Par contre, vous avez un nouveau chélateur, enfin un nouveau, depuis quand même, ça fait une dizaine d'années, vous avez un chélateur oral dont la demi-vie est plus longue et donc il se prend uniquement en prise unique. Il faut aussi connaître tous les effets secondaires des chélateurs pour pouvoir y remédier et ajuster vos doses. Vous avez le déferoxamine, c'est surtout une augmentation de la créatinine, une toxicité oculaire et auditive. La déferiprone, c'est surtout l'atteinte articulaire et la granulocytose. Et vous avez le déferazirox, vous avez l'atteinte rénale, hépatique et les troubles digestifs. Mais de toute façon, quelle que soit la thérapie que vous utilisez, il faut toujours rechercher systématiquement les effets indésirables et ajuster le traitement en conséquence. Alors le desférol, bien sûr, a été utilisé dès les années 70. On peut l'utiliser dès le diagnostic, dès l'apparition de la surcharge, c'est-à-dire au bout de 10 à 20 transfusions, ou bien quand le taux de ferritine sérique est au-delà de 1000 nanogrammes par millilitre. Et une chélation intensive peut être proposée également pour les atteintes cardiaques. Vous avez regardé l'amélioration de la survie avec le Desferal des années 60 à la fin des années 90. Regardez, la survie n'excédait pas les 5-10 ans. Et ensuite, là maintenant, vous avez quand même une survie qui va au-delà de 30 ans. Mais les limites de l'utilisation du Desferal, c'est vraiment la mauvaise absorption orale, la demi-vie très courte, la perfusion sous-cutanée, c'est embêtant, c'est quelque chose qu'il faut se donner par voie parentérale. Et donc, ça donne une mortalité élevée du fait d'une mauvaise compliance. La déferiprone, je vous ai dit qu'elle a été approuvée en 2002, dans les années 99, mais ce qui est embêtant avec cette molécule, c'est que vous avez l'administration qui doit se donner en 3 prises, et les enfants n'aiment pas trop ça. Et vous avez l'apparition du Lexjade qui est une demi-vie très longue, et vous avez donc une prise unique quotidienne en une seule fois avant le repas, enfin le matin à jeun. Et bien entendu, tout dépend de vos objectifs à atteindre. La dose initiale est de 20 mg par kilo et on peut augmenter en fonction de la tolérance et de la ferritine. Il y a eu des traitements combinés également. Là, vous avez les traitements combinés, mais celui qui est le plus ancien et celui qui a fait ses preuves et le plus efficace, c'est l'association déferoxamine et déferiprone, c'est-à-dire Desferal plus Kelfer. Et là, je vous ai dit qu'il faut absolument ajuster les doses pour éviter soit les surdosages ou les sous-dosages. Et donc, les modifications des doses de traitement pour améliorer la réponse, on peut soit augmenter les doses, soit changer de rythme, soit changer carrément de molécule, ou alors considérer une combinaison. On peut augmenter les doses, bien sûr, en fonction de la non-dégression de la ferritine. Là, il faut penser à augmenter les doses, soit une concentration intrahépatique de fer élevée, ou au niveau cardiaque également. Et là, vous avez les doses maximales à donner, qu'il ne faut pas dépasser, bien entendu. Il faut également penser à réduire les doses quand vous avez atteint vos objectifs, c'est-à-dire vous avez une ferritinémie qui est proche de la normale. Il ne faut pas hésiter à diminuer les doses. Pourquoi? Pour, bien entendu, minimiser les effets secondaires. Alors, comment se fait ce monitorage de tous ces paramètres? Il se fait bien sûr au niveau du sang, par la ferritine, au niveau du foie et au niveau du cœur, actuellement, c'est l'IRM qu'on fait, l'IRM cardiaque et hépatique, alors qu'avant, on faisait les biopsies hépatiques, c'était des mesures invasives et très, très embêtantes. La fréquence du monitoring, il faut le faire, bien entendu, tous les 3 mois pour la ferritine et annuellement, et à partir de l'âge de 10 ans pour la surcharge en fer au niveau du foie et du cœur. Et là, vous avez les paramètres d'évaluation, bien entendu, vous avez la concentration en fer hépatique, vous avez la ferritine et la T2 star avec l'IRM. Vous avez le côté, là, vous avez les normes, et là, vous avez bien sûr la surcharge qui devient sévère, bien sûr, quand vous atteignez, parce qu'il faut savoir que la surcharge est inversement proportionnelle à la chélation.
Et bien entendu, regardez, ça vous montre un petit peu cette amélioration de la survie de ces patients qui s'est faite grâce à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques et à une meilleure prise en charge de ces patients. Regardez, avant la transfusion, avant l'ère de la transfusion, les patients mouraient avant l'âge de 5 ans. Après, avec la transfusion, les patients arrivaient à l'âge de moins de 20 ans. Et avec la chélation, regardez, la chélation et la transfusion, le régime transfusionnel, vous avez une survie qui dépasse les 20 ans. Les nouvelles approches thérapeutiques. Alors, vous avez la transplantation, la greffe de moelle. Et là, bien sûr, maintenant, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique de la bêta-thalassémique. Et quand vous avez les moyens, les possibilités, les indications, il faut la faire. Là, la première transplantation a été faite dans les années 80. Et ensuite, il y a eu les équipes italiennes qui ont fait qui ont à leur actif beaucoup plus de 1000 transplantations avant les années 90. Ça veut dire que le chiffre a doublé et même triplé. Ils ont établi des scores à partir desquels on doit ou on ne doit pas attendre une bonne survie. Par exemple, les classes 1, où il y a sur 3 paramètres, l'hépatomégalie, la fibrose hépatique et une mauvaise chélation. Et regardez la survie ici avec les classes 1 et 2. Regardez, vous avez une survie qui dépasse les 85%, donc c'est vraiment très intéressant à faire. Il faut bien entendu, pour faire une greffe de moelle, avoir un donneur compatible, familial compatible, ou alors carrément un prélèvement du sang du cordon qu'on peut réaliser. Et pour les autres, et bien sûr, vous pouvez avoir un enfant de moins de 7 ans et surtout sans hépatomégalie. Il y a eu des inducteurs de l'hémoglobine F qui ont été à l'essai, mais il y a eu des problèmes. Celui que vous connaissez le plus, je pense, c'est l'hydroxyurée, l'hydréa, qui peut être proposé. Mais bon, bien sûr, si ça augmente l'hémoglobine F, ça va diminuer l'hémoglobine et l'intérêt est limité. Vous avez les nouveaux chélateurs en développement qui sont en cours d'essai, qui sont intéressants à connaître parce qu'ils ont une demi-vie plus élevée et donc moins d'effets secondaires. Et nous en sommes donc à la thérapie génique. Est-ce un mythe ou en réalité? Eh bien, il faut dire que maintenant, dans les années presque 2016, vous avez, c'est faisable. Et donc, la thérapie génique, c'est quoi? C'est on prend les cellules souches du donneur. Donc, nous n'avons pas besoin du malade, nous n'avons pas besoin d'avoir un donneur. C'est ça qui est intéressant. On les prélève ces cellules, on les traite et on les corrige ex vivo en transférant un gène qui remplacerait le gène défectueux, et ensuite on les réinjecte à ce patient. Et l'objectif majeur, c'est bien sûr une transfusion, il faut arriver à une transfusion d'indépendance, être indépendant à la transfusion. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'essais, mais la première thérapie génique a été réalisée en 2008 chez un patient à Paris, et depuis, il y a eu plusieurs essais, et ça commence à être mieux, bien sûr. L'avantage, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de donneurs, qu'il n'y avait pas de réaction du greffon contre l'hôte, et les défis, c'est bien sûr améliorer la qualité de ces gènes, de ces vecteurs, etc. Et bien sûr, si on est à l'ère du 21e siècle, vous savez, les thérapies ciblées. Maintenant, on sait que l'hepcidine agit sur l'homéostasie du fer et sur l'absorption du fer. Elle régule l'absorption du fer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des agonistes de cette hepcidine qui va avoir un effet sur l'érythropoïèse inefficace et va entraîner donc, va limiter l'augmentation de la rate, l'anémie, elle va limiter la surcharge en fer, et c'est ça l'avenir. En conclusion, je pourrais vous dire qu'effectivement, la thalassémie, c'est un ensemble hétérogène, tant sur le plan clinique que génétique, que les avancées du traitement conventionnel ont amélioré la survie, que la transplantation reste le seul traitement curateur chez nous, et qu'il y a quand même des effets et des résultats prometteurs en matière de thérapie génique. Mais retenez une chose, c'est que la transfusion et la chélation demeurent la pierre angulaire de la prise en charge de la bêta-thalassémie. Et je vous remercie. Je suis heureux d'être parmi vous.